Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de l'AJT+. AJT+, aujourd'hui consacré au problème du logement, qui touche plusieurs millions de Français, soit qu'ils paient des loyers trop élevés, soit qu'ils aient des conditions indécentes d'hébergement, ce qui pousse quelques-uns d'entre eux, bien sûr, à se tourner vers le squat, l'occupation sans droit ni titre d'un logement vide en général, c'est mieux. Et pour parler de ces questions, j'accueille sur ce plateau Christophe Driesbach. Christophe, bonjour. Bonjour. De Jeudi Noir, c'est ce collectif qui s'est rendu fameux pour justement son renouvellement de l'action autour du squat. Les squats n'ont rien de nouveau, mais Jeudi Noir, il y a quelques années, a un peu renouvelé le style de l'occupation, peut-être un peu le fond aussi politique autour des occupations. Et Christophe, vous êtes membre de Jeudi Noir, et ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est à la fois que nous revenions avec vous sur votre parcours de militant, les raisons de votre engagement aux côtés de Jeudi Noir et les expériences d'un activiste en quelque sorte autour de ces questions. Et puis aussi au-delà de la question du mal logement en France, de ses logiques, des derniers changements législatifs aussi, ce qui devrait nous faire une émission assez dense. Alors peut-être un premier mot sur votre parcours. Vous étiez étudiant et vous entendez parler de Jeudi Noir, vous poussez la porte, comment ça se passe ? C'est totalement ça. Moi j'étais jeune diplômé, architecte jeune diplômé, au chômage, dans une situation où il n'y avait pas beaucoup de travail, ça n'a pas changé d'ailleurs. Et j'entends dans un article de presse parler de Jeudi Noir qui venait de faire une réquisition spectacle. Ils avaient annoncé à la police qu'ils allaient réquisitionner un bâtiment et en prévenant, on organise une manifestation de tel lieu à tel lieu et à la fin de la manifestation, on ira prendre un bâtiment. C'est ce qu'ils ont fait et ça m'a bien plu et en tant qu'architecte, je me suis dit peut-être que je peux leur donner un coup de main et puis ça m'occupera. Donc voilà, et j'ai envoyé un mail sur le site de Jeudi Noir et j'ai eu de la chance, j'ai envoyé le mail 2 heures avant un apéro réunion et donc ils m'ont invité à cette réunion et je suis arrivé comme ça. Alors en général, les apéros réunions de Jeudi Noir étaient destinés à un moment à recruter des gens pour aller squatter. Mais vous n'avez pas squatté, je crois, avec eux. Non, moi, j'avais pas de problème de logement à titre personnel. Donc, c'est vrai que je ne me voyais absolument pas de prendre la place de quelqu'un qui aurait été en galère. Moi, je leur ai donné le maximum de coups de main et je continue sur les squats qui peuvent ouvrir, sur les différents sujets, au niveau juridique aussi maintenant. Mais les places en squat sont toujours très limitées. Il y a malheureusement beaucoup plus de demandes que de places. Donc, je ne pouvais absolument pas prendre la place de quelqu'un. Alors, Jeudi Noir, pour rappeler un petit peu leur historique, c'était un groupe de jeunes travailleurs qui avaient, parce qu'ils enchaînaient les stages ou les contrats précaires, des difficultés à trouver logement. Ils n'étaient pas en mesure de fournir toutes les cautions, toutes les garanties exigées par les propriétaires et qui décident du coup d'attirer l'attention sur ce problème. Jeudi Noir, d'ailleurs, le mot n'est pas sans lien avec la question du mal logement. Alors, disons que le mot de Jeudi Noir vient de la crise boursière de 1929, qui est appelée Jeudi Noir. Et l'idée, c'était de faire péter la bulle. Enfin, en 1929, c'est une bulle spéculative qui a explosé. Et l'idée, c'était de faire péter la bulle spéculative sur l'immobilier qu'il y avait à l'époque et qui, malheureusement, dégonfle tout doucement sans vraiment éclater. Et puis je crois que le jeudi, c'était le jour de parution de ce célèbre hebdomadaire de particulier à particulier. Alors évidemment, à l'ère de l'Internet, ça a moins de sens, avec toutes ces annonces immobilières de logements certes vides, mais à des prix de loyer exorbitants. Oui, c'est vrai que Jeudi Noir, avant de réfléchir à la problématique des squats, luttait contre les loyers exorbitants. Et ça, c'est l'idée était d'arriver, lorsqu'il y avait des visites collectives d'appartements, d'arriver en groupe et de faire la fête on apportait la sono,
on apporte la sono, le champagne, enfin le mousseux, hein, parce que faut pas déconner non plus. Et on fait la fête dans un appartement parce que de toute façon, on ne pourra pas se payer ces 10 mètres carrés pour 800 €. Donc, et en plus, on n'a pas les garants nécessaires. Donc, l'idée était vraiment de dénoncer les loyers abusifs. Et ça continue, même si maintenant, effectivement, ce n'est plus seulement le jeudi. Et ces actions-là étaient pleines d'humour, puisque festives, musique, paillettes, l'invention aussi, qui était une vraie originalité de Jeudi Noir, de la mascotte. La mascotte, c'était un militant qui se déguisait en Disco King, personnage un petit peu à l'imitation de John Travolta dans La fièvre du samedi soir, et qui dansait sur les comptoirs, dansait dans les appartements, etc., entraînait avec lui une ambiance, un enthousiasme. Et ça a valu le succès médiatique qu'on sait à Jeudi Noir. C'est vraiment ce qui les a lancés. Ils ont fait ces actions qui étaient drôles, qui permettaient à des journalistes d'illustrer par de l'humour, donc quelque chose qui attire l'audience, un vrai problème compliqué qui était celui du logement. Et ça a permis de dynamiser le mouvement. Mais assez vite, il est effectivement passé à un autre mode d'action, le squat. Et ça, c'est le ministère de la crise du logement notamment. Ben ça, c'est parce que dénoncer les loyers trop chers, c'est bien, mais à un moment, il se pose la question du logement, vraiment, des militants et des amis. Et sans solution, à un moment, on se tourne vers les bâtiments vides et vers les squats. Donc là, il y avait le ministère de la crise du logement, c'est un immeuble qui était rue de la Banque, à côté de la Bourse, et qui était vide depuis des années. Et celui-là, je dirais, on l'a occupé avec le DAL aussi, l'association Droit au logement, et d'autres collectifs. On a appris un peu à ouvrir un squat à cette occasion et à gérer aussi le quotidien, puisque le plus dur, c'est vraiment pas d'entrer dans un bâtiment, le plus dur, c'est de le tenir sur le long terme. Le tenir sur le long terme, ça veut dire à la fois le protéger contre le risque d'expulsion, qui est à la fois physique par des policiers et judiciaire par des plaintes et des procédures et des jugements de cour, et puis également de le tenir au quotidien dans le sens qu'il faut faire cohabiter des gens qui n'étaient pas forcément faits pour ça, qui vont devoir gérer donc une logistique au quotidien, ce qui veut dire de la cohabitation et du matériel, et puis aussi de la discorde et aussi des moments, j'imagine, de grande fraternité. On vous a raconté un petit peu ça, vous avez vécu un petit peu ça, ou vous n'êtes arrivé qu'après à Jeudi Noir ? Moi, je suis arrivé après le ministère de la crise du logement, mais je l'ai vécu disons, en passager clandestin, je dirais, dans d'autres squats. Il y a toujours plein d'aventures. Le plus dur, c'est, quand je dis c'est la gestion quotidienne, moi j'ai un ami qui résume en disant que le squat, ça cumule les problèmes de la colocation et de la copropriété. Parce qu'il faut effectivement, sur des immeubles qui accueillent 10, 20, 30, voire 40 personnes, se mettre d'accord pour savoir qui descend les poubelles, qui fait le ménage, des choses toutes bêtes, mais à 40 dans un bâtiment qui est souvent ancien et qui a été mal entretenu parce que vide pendant des années, ça pose problème. On n'a pas tous les mêmes compétences. On n'a pas tous les mêmes compétences, tous les mêmes rythmes de vie non plus. Comment on gère dans ce cas-là? Comment ça marche? Est-ce que c'est des structures démocratiques, les squats? Est-ce qu'on réinvente une démocratie? Parce que quand on est 40, on commence à être nombreux. C'est plus qu'une colocation, c'est vraiment une micro-communauté. On essaye vraiment de réinventer une démocratie. Déjà, il y a au sein du collectif Jeudi Noir, sur les squats soutenus par Jeudi Noir, il y a deux groupes qui se forment. Il y a d'une part le collectif Jeudi Noir, qui est le collectif formé par l'ensemble des militants qui préparent, organisent les actions politiques, apportent un soutien juridique quand il y a besoin. Et puis, il y a la vie interne du bâtiment. Évidemment, les deux s'appuient l'un sur l'autre, mais la vie interne du bâtiment, elle est gérée par les habitants, que ces habitants soient militants Jeudi Noir ou pas. Donc ça, c'est une chose importante, de vraiment garder les distances entre les deux groupes, je dirais. Et ensuite, oui, c'est beaucoup de réunions, parfois trop, mais c'est beaucoup de réunions. Ça peut aller d'1 à 2 réunions par semaine en fonction des problèmes pour gérer le quotidien, ne serait-ce que
les pannes d'électricité ou autres, ça peut même nécessiter parfois des réunions supplémentaires. Mais du coup, il y a un vrai transfert de compétences parce que panne d'électricité, il faut toucher puisqu'on est dans le squat, on ne va pas forcément appeler l'électricien, on doit apprendre à faire soi-même beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a un transfert de compétences qui se fait parce qu'il y a toujours, et c'est la nécessité, il y a toujours des personnes qui s'y connaissent en bâtiment, ou en électricité, en plomberie, pour faire des petits travaux. C'est nécessaire, un squat ne peut pas tourner sans ça, ou alors il faut avoir vraiment des amis proches qui, sans être squatteurs, sont capables de s'occuper du bâtiment entier, mais ça prend beaucoup de temps. Et forcément, les personnes motivées viennent et regardent comment on fait et apprennent de cette manière-là tout ce qui peut servir à réparer des plombs qui ont sauté, à réparer une fuite d'eau ou déboucher des toilettes. Ça paraît simple comme ça, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de pannes possibles et imaginables en fait. Pour rendre hommage au passage à ces militants capables de résoudre pas mal de problèmes techniques, il faut rappeler que Jeudi Noir, pour prendre le ministère de la crise du logement, enfin ce bâtiment qu'ils ont appelé comme cela, dans cette rue symbolique de la Banque, à 2 pas de la Bourse, on ne pouvait pas rêver mieux comme symbole, eh bien ils ont fait alliance avec le DAL, donc les historiques de la lutte contre le mal logement, l'association Droit au logement, mais aussi Macaque, qui était un collectif spécialisé dans le squat durable, dans le squat de vie, en quelque sorte, et qui avait pas mal de trucs pour ouvrir et de connaissances pour ouvrir les bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots d'ailleurs de comment est-ce qu'on trouve un bâtiment vide, comment on s'assure qu'il est vide, et puis ensuite comment on s'introduit dedans pour le tenir? La première chose à faire, c'est de faire un repérage général et de marcher dans les rues au maximum. Il n'y a pas de secret, ça se trouve en marchant et en circulant. Une bonne période pour repérer des bâtiments vides, c'est l'hiver. En début de soirée, quand un bâtiment n'a aucune lumière éclairée, il y a de fortes chances qu'il soit vide. C'est assez surprenant qu'il n'y ait pas de lumière à 8 h du soir. Évidemment, si vous faites la marche à 3 h du matin, c'est moins utile. Après, il faut faire un repérage le plus large possible, regrouper des adresses et étudier ensuite ces adresses. Et là, on va, dans un deuxième temps, vérifier. On peut par exemple coller un autocollant sur la porte à la jonction pour vérifier si quelqu'un va venir arracher l'autocollant ou si cet autocollant va être déchiré lors de l'ouverture de la porte, pour vérifier s'il y a du passage ou non dans l'immeuble. Ça permet de s'assurer que l'immeuble soit vide. On interroge le voisinage ou pas? Il faut être assez discret quand on interroge le voisinage. La plupart des voisins, quand même, n'aiment pas trop les squats, surtout avant. Ils en ont très peur. Souvent, après, ils sont assez surpris que ce se soit bien passé. Mais c'est possible, on peut se renseigner aussi après. Taper l'adresse sur Google, déjà on voit très bien si c'est un immeuble de bureau, une entreprise qui va avoir quitté les lieux à telle date. Ça permet de savoir depuis quand l'immeuble est vide, ce qui est aussi important. Ça permet devant un juge, ce qui arrive toujours en squat, de prouver un peu la mauvaise foi du propriétaire. Si l'immeuble est vide depuis 3 jours, et que le propriétaire simplement l'a remis en location, mais personne n'a encore répondu, c'est un peu délicat. La justice aura tendance à être plus sévère. Si l'immeuble est vide depuis 10 ans, on estime que le propriétaire n'a pas réellement cherché à le relouer. Donc la faute, entre guillemets, est moins grave. Ça existe des bâtiments vides depuis 10 ans? Ah oui, bien sûr. La Marquise, un des bâtiments qu'on a occupé, était vide depuis les années 60. Et c'était un bâtiment, précisons-le pour ceux qui ne se souviennent pas, Place des Vosges. C'était un bâtiment Place des Vosges, un hôtel particulier entier. Ouais. Là où on trouve des gens aussi sympathiques que Dominique Strauss-Kahn et autrefois Victor Hugo. Et c'était combien de mètres carrés, ce bâtiment? C'était 1200 mètres carrés. 1200 mètres carrés vide dans un des quartiers les plus chers de Paris, et vide, vous le dites, depuis les années 60. Comment c'est possible? Parce que ça rapporterait de l'argent de le louer. Pourquoi est-ce que les propriétaires ne louent pas un bâtiment comme celui-là?
on tombe sur l'irrationalité des particuliers. C'est un propriétaire particulier et qui n'a aucune raison réelle de garder vide ce bâtiment, sauf parfois, et là je soupçonne, mais je ne peux pas l'affirmer dans le cas de la marquise, la propriétaire devait de l'argent à ses frères et sœurs et refusait, parce qu'en procès contre eux et dans une situation familiale un peu difficile, refusait de verser de l'argent à ses frères et sœurs et donc s'est ruinée elle-même pour ne pas avoir à donner d'argent à ses frères et sœurs. Mauvais calcul, puisque ses frères et sœurs l'ont fait mettre sous tutelle et qu'elle a bien été obligée de payer au final. D'autres explications? Parce que vous dites qu'il y a un certain nombre de bâtiments comme ça vides depuis des années. Quand c'est vide depuis 10 ans, c'est souvent des relations irrationnelles ou des gens qui estiment qui sont très possessifs et ne veulent pas partager. Ils ont vécu quelque chose de leur enfance ou autre dans ce bâtiment et refusent vraiment que ce bâtiment soit partagé et serve à d'autres. Ça arrive, y a des exemples. Sinon, sur des vacances de quelques années, peut y avoir une spéculation véritable là, qui est faite. C'était le cas notamment avant la crise. C'est-à-dire qu'on laisse vacant? On laisse vacant volontairement. Un immeuble vacant se vend plus cher qu'un immeuble occupé. D'accord, donc c'est dans l'hypothèse d'une vente. C'est dans l'hypothèse d'une vente, c'est dans l'espoir que le prix de l'immobilier augmente. C'est aussi parce que ces immeubles sont pris en compte aussi au niveau des banques et assurances dans le montant des biens propres et que c'est plus facile, enfin, ça permet aux banques d'avoir un chiffre plus important dans leurs biens propres, ce qui est leur fonds de commerce, puisque c'est à partir de cette somme de biens propres que la banque peut prêter de l'argent aux autres. D'accord. Je me rappelle aussi d'un des squats qui était cette fois d'un autre collectif que j'ai cité tout à l'heure, Macaque, place de Rio, un immense immeuble magnifique en face du parc Monceau à Paris, donc là encore un quartier extrêmement chic. Et si mes souvenirs sont exacts, ce bâtiment squatté était vide depuis des années, peut-être 10 ans je crois d'ailleurs, et appartenait à une société financière écran à la dictature de la famille Moubarak en Égypte. C'est-à-dire que cette famille avait des biens dans le monde entier, à tel point qu'elle n'en avait, enfin bien au-delà de ses moyens c'est sûr, mais surtout de ses besoins, ce qu'on appelle les biens mal acquis. Beaucoup de dictateurs africains aussi ont de tels biens mal acquis en France, qui restent la plupart du temps vides parce qu'ils n'en ont pas l'usage, parce qu'ils en ont trop. Ça existe aussi. Dans le nombre des logements vides, j'ai noté qu'on était à 2 400 000 logements vides en France. Vous confirmez ce chiffre? Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Il faut se méfier, 2 400 000, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 400 000 logements utilisables immédiatement. C'est des logements qui sont vacants à un instant donné. Donc, par exemple, un logement qui va être remis en location entre deux locataires ou en vente entre deux propriétaires sera considéré comme vacant. Ça, c'est un pourcentage déjà non négligeable, 4-5% des logements au total. Après, il y a aussi des logements qui sont en voie de destruction, qui sont trop vieux, trop usés, mal entretenus et qui sont complètement insalubres. On va soit les réhabiliter, mais avec une réhabilitation lourde, soit les détruire, mais il y a toujours une phase de latence qui peut prendre parfois 2 ans, le temps de reloger par exemple tous les habitants d'un immeuble. Donc quand il reste un habitant dans un immeuble, tous les autres logements sont vides, forcément. D'accord. Ce sont aussi des choses qui sont à prendre en compte. Et puis il y a beaucoup, et ça par contre c'est là où il faudrait creuser, de logements vacants qui sont dans des copropriétés. On ne va pas avoir un immeuble vide, on va avoir un appartement vide dans un immeuble qui par ailleurs est occupé, entretenu de manière tout à fait normale. Et là, souvent, ça va être parce que les personnes estiment que le coût de gestion de la location
ça va être trop compliqué pour eux. Ce n'est pas tellement sur le plan financier, parce que sur le plan financier, ils rapporteraient un loyer, donc ils gagneraient de l'argent hein, malgré tout. Mais ils ont peur d'avoir des locataires qui ne payent pas ou des locataires qui dégradent. Et ils ont peur de s'embêter avec les agences immobilières. Et par conséquent, là, on trouve des logements qui sont en bon état et qui restent vides. D'accord. Donc, on entend bien que 2 400 000 logements, ça n'est pas une solution immédiatement mobilisable pour les quelques 3,5 millions de mal logés. Mal logés, ça veut dire soit logés dans des logements surpeuplés, soit dans des logements dégradés, soit dans des logements où il manque des sanitaires, un accès à l'eau, un confort minimal, un chauffage ou une protection en tout cas contre les intempéries minimales. On compte dans ces 3,5 millions de mal logés 100 000 personnes qui sont au camping, mais des campeurs permanents, donc qui ont froid l'hiver et trop chaud peut-être l'été. Tous ces mal logés, on ne peut pas immédiatement les mettre, ça serait trop simple, dans ces logements vides, mais peut-être dans une partie de ceux-ci. Il y a une autre question, peut-être, puisque ça ne suffit pas à résoudre le problème, qui serait celle des bureaux vides. J'ai noté également qu'il y avait 40 millions de mètres carrés de bureaux vides. Alors ça aussi, comment ça peut s'expliquer ? C'est la crise, donc il n'y a pas assez d'entreprises désireuses de prendre des bureaux ? Alors, c'est la crise et c'est aussi un phénomène de promotion. On construit énormément de bureaux parce qu'un bureau se loue plus cher qu'un logement. Et les bureaux sont des biens qui se périment plus vite que le logement. Ça veut dire que c'est mal construit ou plus vite construit? Non, c'est pas que l'immeuble est mal construit ou plus vite construit. C'est-à-dire mais c'est les aménagements intérieurs et les règlements de construction au niveau droit du travail sont assez contraignants. Ils évoluent assez rapidement et les besoins des entreprises évoluent très vite. Donc, on va avoir des espaces cloisonnés qui ne seront plus adaptés aux besoins de l'entreprise, avec, par exemple, un manque de sanitaires par rapport au nombre d'employés. L'entreprise déménage et éventuellement les locaux restent vides, c'est ce que vous voulez dire. D'accord. Dans quelle mesure peut-on réhabiliter, reconvertir ces bureaux vides en logements, tout simplement? On peut. C'est plus compliqué que de travailler sur du logement brut, il faut être honnête. Pour les mêmes raisons qui ont fait partir l'entreprise. Pas assez de sanitaires ou pas. Parce que de toute façon, on va être obligé d'augmenter le nombre de réseaux. Effectivement, sur un plateau de bureau, on va avoir un local avec des sanitaires. Sur un plateau de logement, ça dépendra du nombre de logements, mais on aura forcément un sanitaire, voire un sanitaire plus une cuisine, donc 2 points d'eau par logement, ce qui représente beaucoup plus de réseaux à établir. Il y a aussi des problèmes de hauteur d'espace, de hauteur d'étage qui peuvent être contraignants. Souvent, les étages de bureaux sont plus hauts, donc plus difficiles à chauffer que des étages de logement. Il y a plein de freins, et puis il y a aussi un frein psychologique qui est, pour l'instant, si on continue à construire du bureau, si on continue à construire trop de bureaux par rapport aux demandes, on n'est pas prêt de transformer les bureaux en logements. Bien sûr. Et quelque part, on ne souhaite pas toujours préférer ou privilégier la construction de logements, notamment sociaux, pour une ville ou des investisseurs. C'est un risque en termes de fiscalité, puisque c'est attirer une population avec moins de moyens, donc susceptible de coûter en services publics et à l'inverse de ne pas rapporter en termes d'impôts locaux. Et alors que des entreprises, si on arrive à remplir les bureaux, c'est susceptible de payer ce qui tient lieu aujourd'hui de taxes professionnelles, même si celle-ci a changé, et une fiscalité donc différente, et pas les soucis de voisinage, d'image que l'on associe habituellement aux populations plus pauvres. Je voulais que vous me parliez, parce que ça a été une des cibles de Jeudi Noir, des organismes collecteurs du 1% logement. Les entreprises doivent cotiser. Ce 1%, je ne sais plus si c'est assis sur la masse salariale ou le chiffre d'affaires, enfin peu importe. En tout cas, c'est de l'argent, beaucoup d'argent, qui part vers des organismes pour financer la construction de logements sociaux. Et pourtant, on n'a jamais construit aussi peu de logements sociaux, alors qu'on collecte, je l'imagine, toujours autant d'argent. Alors qu'est-ce qui se passe? Que font ces organismes? Ils sont privés, ils sont publics?
Alors le problème, il est bien là, c'est que ces organismes ne sont pas publics. Le 1% logement, c'est vraiment ça, une taxe sur la masse salariale qui n'est plus à 1%. Le mode de calcul évolue et puis est assez compliqué. Mais les entreprises doivent payer cette taxe, sauf qu'elles ont le choix de savoir à qui le payer. Il y a différents organismes collecteurs. Nous, quand on paye nos impôts, c'est au Trésor public. Là, il faut imaginer qu'on a le choix de payer nos impôts soit au Trésor public d'un tel, soit au Trésor public de l'autre. Et il y a une concurrence entre les organismes collecteurs qui se piquent des clients les uns les autres, puisqu'ils sont vraiment en situation de concurrence, donc avec des frais très importants de démarchage, des dépenses somptuaires, des voitures de fonction, des immeubles. Un des organismes avait son siège social en location dans le 16e arrondissement, une adresse très prestigieuse dans laquelle ne travaillait que le directeur et les directeurs adjoints. La masse du travail fait par les employés était faite dans un autre immeuble en banlieue, beaucoup moins cher, mais c'est la location de cette adresse dans le 16e, qui n'était rien d'autre qu'une adresse, coûtait des millions. Malheureusement, je ne suis pas certain que ce soit illégal, que ce soit immoral, c'est autre chose, mais est-ce que la justice pourrait se pencher là-dessus ? Probablement, peut-être, mais... Mais sur quoi ces organismes peuvent-ils jouer en termes de concurrence pour convaincre telle entreprise d'aller mettre ses 1% chez elle plutôt que chez les voisins ? Parce que le fait qu'elles aient une adresse prestigieuse, ça n'a pas forcément de bénéfice direct pour l'entreprise qui lui envoie les sous. Ça n'est valorisé aucunement. Donc, qu'est-ce qui peut convaincre moi, la réponse qui me vient naturellement, c'est que c'est le meilleur service. Normalement, quand on est en concurrence, on essaye de proposer un meilleur service. Donc, de faciliter les logements des employés, puisque le 1% doit servir à loger ses employés, en théorie. Maintenant, il y a aussi une discussion, c'est quels sont les employés qu'on loge. Est-ce que ce sont les cadres ou est-ce que ce sont les ouvriers ? Et à chaque fois, il y a notamment au niveau du 1% au logement, une question sur l'accession au logement social qui ne se fait pas forcément selon les besoins. Au rythme de la construction actuelle de logements en France, toutes catégories confondues, qui est de l'ordre de 300 000, on a noté qu'il faudrait près de 700 années de cette construction pour satisfaire les besoins de logement actuels d'aujourd'hui de la population française, à la fois de tous les mal logés, de tous ceux qui attendent un logement, qui sont demandeurs de mobilité, etc. Et puis bien sûr des 600 000 sans domicile fixe que comptait le pays il y a encore 5 ans, donc je ne sais pas les chiffres les plus récents. Mais c'est de cet ordre-là. La construction de nouveaux logements sociaux est une des réponses possibles, mais la tendance est plutôt à en construire de moins en moins. Sous couvert de réhabilitation de quartiers, on supprime des bars HLM, etc. Et à chaque fois, on construit moins de logements qu'il n'y en avait à l'origine. Donc, on chasse en quelque sorte les gens. C'est ce qu'on appelle, je crois, la gentrification. C'est vrai que c'est un des problèmes qui se posent, mais qui est lié aussi, je dirais, à l'absence d'encadrement des loyers sur le marché libre. Les propriétaires privés qui sont complètement déconnectés des capacités des locataires et qui sont fixés au plus haut, en fait, toujours. Et donc, ce qui matériellement chasse véritablement ceux qui ne peuvent pas se loger. En France, les loyers ne sont pas encadrés. La loi Duflot récemment a envisagé de réintroduire un petit peu d'encadrement sur ce qu'on appelait les zones en tension ou tendues, en tout cas où tout le monde veut aller habiter, mais du coup il n'y a pas assez de logements et les loyers explosent. Je crois savoir que cette loi Duflot a fait l'objet de très nombreuses attaques et a été en quelque sorte vidée de son contenu. Est-ce qu'il en reste quelque chose de positif, cette loi Duflot ? Est-ce qu'on va encadrer un petit peu au moins les loyers ? Il en reste quelque chose de positif, pas forcément sur l'encadrement des loyers, malheureusement. C'est vrai que l'idée, c'était dans les zones tendues, parce que, évidemment, dans la Creuse, les loyers sont bas, mais il y a assez peu d'activité et assez peu de demandes. Et cet encadrement des loyers dans les zones tendues devait concerner l'ensemble des zones tendues en France,
avec un encadrement ajusté en fonction du marché local, vraiment avec des observatoires devant définir les niveaux de loyer. C'était un outil extrêmement précieux qui était prévu. Les observatoires de loyer, il y en a un actuel qui est situé à Paris, enfin sur l'agglomération parisienne, qui travaille bien. Et l'idée, c'était d'avoir la même chose en équivalent sur l'ensemble des zones tendues. Malheureusement, il y a eu des attaques politiques très importantes, un lobbying intense. En plus de ça, je dirais probablement des raisons politiques entre le Parti socialiste, les Verts, avec Cécile Duflot qui quitte le gouvernement au moment où Manuel Valls arrive. Donc il y a beaucoup de choses qui ont fait que pour l'instant, l'encadrement des loyers est largement abandonné par le gouvernement. On a sauvé, je dirais, un encadrement des loyers à Paris qui doit se mettre en place prochainement. Et on attend toujours, je dirais, les décrets officiels de parution. C'est clair qu'on sent que le gouvernement prend son temps à ce niveau-là. Donc ça, c'est une des grosses déceptions, pas de la loi Allure, mais du devenir de la loi Allure. Alors une autre déception, ou plutôt une véritable menace, en partie évitée, mais pas complètement, c'est la proposition de loi de la députée UMP Natacha Bouchard, qui s'est illustrée aussi de manière un petit peu sinistre dans son rapport aux migrants et dans son inhumanité dans le traitement de la question de la présence des migrants qui tentent de passer en Grande-Bretagne. Natacha Bouchard, donc, elle a fait une proposition de loi pour permettre aux maires des villes de procéder à des expulsions de squatteurs, même sans en informer les propriétaires. C'est bien ça? C'est ça. C'est une proposition qui était extrêmement dangereuse, puisqu'elle permettait, en pratique, elle aurait permis aux maires d'expulser même des gens qui étaient de bonne foi chez un propriétaire. Et il suffisait que le propriétaire soit injoignable pour que le maire puisse expulser qui il voulait, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Heureusement, la loi est passée au Sénat et les sénateurs étant pour la plupart également maires, ils se sont vite rendus compte que ça aurait posé beaucoup de problèmes et fait courir beaucoup de risques aux maires sur des recours ultérieurs. Donc à ce niveau-là, la loi a été retoquée. L'autre risque, c'est aussi de faire passer le squat comme une violation de domicile. Parce que pour l'instant, le squat, quand on occupe un bâtiment, c'est un bâtiment qui est vide, évidemment, c'est l'essentiel, et on doit bénéficier d'un procès au tribunal d'instance ou de grande instance, selon les cas, avant que la justice ne prononce l'expulsion. Si on commet une violation de domicile, celui qui est domicilié dans l'immeuble, dans le logement, peut demander l'expulsion et l'obtenir dans les 48 heures sur simple preuve qu'il est domicilié. Et c'est ce qu'on comprend. On a toujours les exemples de la vieille dame qui est partie à l'hôpital et qui retrouve sa maison squattée quand elle rentre. Ces exemples-là sont faux. Là, on est clairement, quand on part à l'hôpital, on garde son domicile dans la maison et la vieille dame a tout à fait le droit de demander l'expulsion des personnes qui occupent sa maison. Il y a une logique à ça qui semble évidente. Et la proposition de loi de Natacha Bouchard visait à utiliser la procédure d'expulsion de la violation de domicile dans tous les cas, et ce qui, là, serait véritablement, non pas la fin du squat, parce qu'il y aura toujours des squatteurs vu le besoin, mais qui aurait laissé tout l'arbitraire à la police, et ce n'est pas franchement une bonne chose. Bon. Donc on finira peut-être sur cette bonne nouvelle que le pire a été évité. Christophe Driesbach, merci. Merci d'être venu nous donner quelques éclairages sur cette question du logement, dont on reparlera évidemment régulièrement et dans l'AJT et dans l'AJT+. Je voudrais terminer par un petit peu de publicité pour un livre très bon sur ces questions, puisqu'il à la fois
présente les enjeux, les mécanismes autour de la question du logement, la spéculation, le logement social, etc. Et puis donne un certain nombre de trucs très pratiques pour résister à des hausses de loyers indus ou prendre, occuper et occuper intelligemment, de manière politiquement utile, des logements vides. Voilà, donc désobéir pour le logement aux passagers clandestins. Merci, au revoir à toutes et à tous et à bientôt sur l'Altergite.